On dit qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, et qu'après l'heure, ça n'est plus l'heure. Il est 16 heures pile, et je vais donc commencer la présentation de Calypsania, la solution développée par la société suisse Calyps, et qui anticipe les flux patients et tout ce qui peut se passer au sein d'un centre hospitalier. Je vais commencer par un côté un peu plus administratif, mais quand même présenter la société. Une société qui siège en Suisse, en Valais plus précisément, et qui en l'occurrence est fixée pour mission, pour ses activités en lien avec la santé, de soulager le personnel soignant en anticipant les flux patients. Et effectivement, à cette fin, on a parmi les 23 collaborateurs qui travaillent chez Calyps, on en a un peu plus de 15 qui sont également dédiés à des missions de santé. On a 2 applications qui sont métiers, une qui est plutôt utile en Suisse, l'autre en fait qui embarque de l'intelligence artificielle pour prédire les flux des patients à partir des urgences ou avant qu'ils arrivent aux urgences. On a aujourd'hui une trentaine, un peu plus de 30 références clients et alors ça j'ai déjà dit les 2 applications, mais 4000 lits connectés parmi ces 30 références qui sont entre France et Suisse. En France, on a particulièrement le centre hospitalier de Valenciennes qui utilise la solution Calypsania de manière extensive. Et puis, j'aime bien nous identifier comme des alchimistes en données, c'est-à-dire des personnes qui expérimentent et qui se posent beaucoup de questions. Et à travers les questions qu'on se pose, on aime bien pouvoir apporter quelques réponses. Et l'objectif, il est aussi ambitieux que la mission et qui est en fait d'atteindre 100 000 lits qui seraient connectés d'ici à 2025. Donc il faut qu'on se dépêche afin de pouvoir parcourir pas seulement la francophonie, mais également l'Europe. Et qu'est-ce qu'on peut faire en l'occurrence pour les hôpitaux, centres hospitaliers, les cliniques? Utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les activités et les flux qui sont associés à ces activités. En fait, on s'est rendu compte que pour pouvoir répondre aux besoins des patients, parce qu'il n'a pas qu'un besoin, il en a plusieurs tout au long de ce parcours, eh bien, il est utile d'avoir des soignants qui soient aussi bien que possible pour faire leur boulot. Donc pas trop stressés, assez nombreux au moment où il y a des pics d'activité et en l'occurrence où on peut les aider avec des informations qui leur permettent de connaître où sont les ressources et de pouvoir les bloquer, comme par exemple les fameux lits. Et donc ce qu'on fait, c'est effectivement une approche en 3 dimensions, donc améliorer la planification au sein d'un service. Ça, c'est ce qu'on arrive à faire en anticipant l'information et en la communiquant. Une même information communiquée à toute une équipe. On améliore également la coordination entre services, entre service amont et service aval, typiquement entre le service des urgences et un service qui ensuite accueille une nouvelle hospitalisation. Et on a, une fois que je passe à la 2e dimension, l'allocation des ressources qui sont possibles où c'est nécessaire, mais surtout quand c'est nécessaire. Et puis parmi les ressources, il y en a plein, il y en a 2 sur lesquelles je trouve Calyps particulièrement performante. C'est la ressource du lit, de savoir quels lits sont disponibles à quel moment et dans quel service. Et au niveau du personnel soignant, une denrée rare et une denrée qui se fatigue, même s'ils sont habitués à travailler 50 heures et plus chaque semaine, et effectivement de pouvoir doter les services des personnes, que ce soit médecins, infirmiers, aides-soignants, aides-soignantes, eh bien ça permet de les soulager. Et puis notre objectif ultime, c'est effectivement de réduire le stress et de réduire et d'augmenter la qualité de vie au travail, parce qu'effectivement, des médecins heureux sont des médecins, et donc des médecins moins stressés, sont également des médecins qui pourront soigner mieux plus de personnes. C'est en tout cas ce que nous, on croit. Et quels sont les problèmes qu'on arrive à résoudre? Alors, on en a identifié 3 qui sont au sommet de la montagne, en sachant qu'il y a plein d'enjeux au niveau des centres hospitaliers. Et le premier qu'on citera, c'est par ordre d'importance, c'est effectivement le problème qui est qu'on peut passer parfois des heures, et c'est véridique, c'est parfois des heures à trouver un lit. C'est typiquement le cas quand on a une personne de type senior avec plusieurs problèmes de santé. Et là, en fait, il faut vendre le patient. Donc s'il y a des médecins ou du personnel soignant qui m'écoutent, le personnel soignant doit parfois vendre un patient afin de pouvoir obtenir un lit entre service amont et service aval. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Calypsania? On peut effectivement déjà, mentionner le fait qu'il y a tant de lits qui sont disponibles dans tant de services et pouvoir réserver ce lit en temps réel. Et on ne le réserve pas que pour nous en fait, parce qu'on le réserve à travers un système qui partage l'information avec l'ensemble du personnel soignant, on le réserve pour tout le monde et ce, dans des situations
de quasi réel. Donc on actualise toutes les 10 minutes les informations qui transitent par Calypsania, et donc maximum 10 minutes après qu'une réservation elle a été faite, l'ensemble du personnel soignant est informé et ne peut donc plus réserver ce lit. Le deuxième point, c'est au niveau des équipes. Alors un challenge que j'aurais pu mettre quasiment à égalité avec la disponibilité des lits, mais là en fait on s'est rendu compte en analysant une grille hebdomadaire. Donc ça c'est une grille où ici vous avez les jours de la semaine, et ici vous avez les 4 plages entre le matin, la journée, la soirée et la nuit, où on a en fait des rotations qui ont lieu entre 3 catégories de personnel soignant, que sont les médecins, infirmiers, infirmières, et aides-soignants, aides-soignantes. Et en fait on se rend compte quand on regarde les couleurs qu'il y a beaucoup plus de créneaux à faible charge ou à moyenne charge, donc ça c'est ceux qui sont en vert respectivement en jaune, que des créneaux à forte charge respectivement en orange ici. Et grâce à la génération automatique de planning qui est basée autant sur des desiderata que sur des contraintes de type vacances ou sur des contraintes par rapport à l'emploi du temps. Typiquement quand on a fait une garde, il faut qu'on ait du repos. Et donc c'est ce que j'appelle une contrainte. On arrive, donc les chefs de service arrivent à générer des plannings sur... Alors ça fonctionne très bien sur les 2 semaines à venir. Et la demande qu'on nous a faite, c'est plutôt sur 6 à 8 semaines. Et là c'est un petit peu plus compliqué. C'est la raison pour laquelle on est encore en phase de test, mais en production au centre hospitalier de Valenciennes. Et ça nous permet effectivement de soulager les chefs de service et d'avoir en fait des soignants dont on tient un peu plus compte des contraintes. Le dernier point, ça concerne les hôpitaux publics principalement et qui ont un service d'urgence. On s'est rendu compte à travers une étude qui a été publiée par l'hôpital de Lille, qui est un hôpital universitaire basé en Suisse, à Berne, qu'il y a 7 urgences sur 10 qui ne sont pas de vraies urgences, à savoir des cas où il faut apporter une réponse dans l'heure qui vient. Et donc ça c'est une étude et c'est leur définition de l'urgence. Et effectivement, avec Calypsania, la possibilité qu'on a, c'est de pouvoir prédire avec une précision qui dépasse les 90% le nombre d'admissions journaliers et de pouvoir en fait proposer un pré-split, toujours en information, donc savoir lesquels vont passer en médecine, lesquels vont passer en chir par exemple, et d'avoir d'autres indicateurs qui permettent vraiment de savoir à quelle sauce on va être croqué, si vous me permettez l'expression, pour les 5 jours à venir. En tout cas, ça c'est la vue chef de service. On verra tout à l'heure qu'il y a différentes vues dans Calypsania en fonction du public qui regarde en fait les solutions. Ça peut être les chefs de service, ça peut être la direction, bien évidemment le personnel soignant comme les médecins, mais également les patients. Et je veux même partager des trucs qu'on a fait un petit peu moins bien parce qu'on expérimente et il y a des choses qui marchent et il y a forcément des choses qu'on peut améliorer après une première expérimentation. Donc c'est quoi les bénéfices qu'on peut tirer grâce à Calypsania ? Alors il y a une étude qui a été publiée en fin d'année passée par IQVIA et puis les laboratoires japonais en France, LAJPF, je ne sais jamais comment on cite cet acronyme, et effectivement au niveau des bénéfices de Calypsania, qui a été une des 4 technologies qui a été retenue sur sol français pour avoir une description et donc une étude qui a été réalisée statistiquement avec la méthode Delphi. Donc ce que je dis là, c'est en fait IQVIA qui l'a cité. Et les premiers bénéfices, en fait, ils remontent au niveau du patient. Et donc je vais vous lire ce qui ressort en particulier. C'est que la prédiction des flux patients, elle est améliorée. Alors ici, c'est mentionné de 62% par rapport aux méthodes classiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore bon nombre de centres hospitaliers qui n'ont pas de cellules de gestion des flux. Et effectivement, dans ces centres-là, il y a un énorme bénéfice qu'on peut obtenir en termes de gain de temps et de connaissance des flux qui vont arriver dans le courant d'une journée ou dans le courant d'une semaine. Les autres points que je mentionne, ils sont quantitatifs parce que c'est durant les 3 phases principales du parcours patient qu'on a la possibilité de gagner du temps dans la phase d'attente. Donc ça, c'est au niveau des urgences, quand on attend avant d'être consulté. On a ensuite la prise en charge sur laquelle il y a une économie potentielle d'1 heure. Et finalement, il y a le temps de passage dans un service aval, au cas où on est hospitalisé, qui peut gagner également 1 heure. Alors ça a l'air d'être peu, entre 16 minutes et 1 heure, en fonction de la phase du parcours. Mais quand on multiplie ça par le nombre de lits d'un établissement ou le nombre de passages qu'on peut avoir en une journée, je peux vous dire qu'il y a des centaines de patients en un mois qui pourraient être consultés avec les mêmes ressources sans qu'il y ait besoin d'augmenter ces ressources, simplement parce qu'on arrive à mieux les distribuer. Sur la partie des soignants, mais vous vous rappelez ce que je disais en début de présentation, l'idée c'est qu'effectivement quand on s'occupe des soignants,
on s'occupe du patient avec un effet multiplicateur, à savoir qu'un soignant s'occupe de plusieurs patients au cours d'une journée. Donc, gardons notre accent en fait sur les soignants. Et les soignants, en fait, ils ont la possibilité de gagner du temps donc sur l'hospitalisation, soit conventionnelle, soit au niveau des soins critiques. Et là, en fait, on a une économie par cas de 12 heures pour l'hospitalisation conventionnelle. Et pour l'hospitalisation en soins critiques, c'est la moitié, donc 6 heures au lieu de 12. Mais en sachant que quand on cumule à l'échelle pas d'un hôpital, mais de l'activité de plusieurs hôpitaux, ils ont également voulu chiffrer l'économie potentielle sur un territoire comme la France. Sur 3 ans, à la 3e année, on parle de 1,3 milliard d'économies potentielles en utilisant une solution comme Calypsania de gestion des flux sur l'ensemble de l'hôpital. Donc là, je ne suis plus uniquement sur les urgences, on est bien sur les urgences, sur le parcours patient, sur l'hospitalisation et sur la dotation en ressources humaines. Ce que ce slide n'indique pas, c'est qu'ils sont partis de l'hypothèse qu'en année 3, il y aurait 44% des centres hospitaliers qui utiliseraient Calypsania. Et franchement, à la vitesse où vont les discussions actuellement avec les centres hospitaliers, je ne pense pas que non loin de la moitié des centres hospitaliers seront équipés de Calypsania dans 3 ans. Quoique, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'on augmente les chances. Qu'est-ce qu'ils disent en fait les médecins qui utilisent Calypsania? Ce qu'ils disent, en tout cas quand ils pensent à leur équipe, c'est que ça permet de mieux appréhender l'augmentation constante des admissions aux urgences, parce qu'on ne le dit pas souvent, on parle souvent d'urgences saturées, mais elles sont saturées également parce que les capacités qu'on avait prévues sont régulièrement dépassées. Et donc ça, c'est graduel. Si on mettait ça sur une courbe les 10 dernières années, on verrait chaque fois la courbe augmenter sur le nombre d'admissions. Typiquement au CHV, c'était donc des admissions jusqu'à 150 à 200 que les salles et les capacités des urgences permettaient d'accepter. Et là, on dépasse régulièrement les 200 admissions par jour. Donc on dépasse régulièrement le maximum qui était prévu. Donc ils font un super job, mais ça vous le saviez déjà. Et pour vous présenter ce qui est déjà disponible actuellement, donc il y a 4 modules qui sont disponibles en production et qui tournent depuis 2 ans, donc en France et au centre hospitalier de Valenciennes. Il y en a 2 qui sont actuellement en test. Donc dotation RH, il est en condition de production au centre hospitalier de Valenciennes, mais encore en test au service des urgences. Pour ce qui est du codage médical, on est en phase d'expérimentation et en fait ce module on le propose avec notre partenaire Alicante. Alicante qui est donc le pro de la codification médicale. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur les 3 modules où on peut raconter une histoire et faire des liens. Donc vous allez tout de suite voir avec les écrans que je vais vous présenter à quoi ça ressemble Calypsania, à quoi ressemble une solution d'anticipation des flux patients qui embarque de l'intelligence artificielle et c'est quoi les infos, les indicateurs qui permettent aux médecins de travailler plus vite et de mieux travailler. Donc ce que vous avez là, c'est l'écran des urgences. Donc c'est le module urgence qu'on présente ici. C'est l'écran principal, c'est celui qui est le plus régulièrement consulté, soit par le chef des services, soit par les médecins. On a différents niveaux. Donc on en a un qui est en haut. Ici, on a au milieu des... Alors ça, c'est pour la semaine. C'est quelque chose que j'ai réalisé hier. C'était hier dans l'après-midi. Et on avait un tas de trucs à faire. Donc j'ai commencé autour de 15 heures, puis j'ai terminé aux alentours de minuit. Vous verrez que les heures ont leur importance. Et on retrouve ici, en fait, des indications heure par heure. Donc ici la semaine, ici la journée et ici heure par heure. Si on zoome pour voir en fait ce que ça donne, là ce que vous avez c'est le nombre d'admissions qui sont prédites sur les 5 jours à venir. Donc ça c'est quelque chose que j'avais réalisé hier et où en l'occurrence hier on annonçait 233 admissions aux urgences à minuit 1. Donc à minuit 1, donc après 1 minute passée au lundi, il y avait effectivement 233 admissions. On en avait 200 pour le vendredi. Ce que vous voyez là en bleu, c'est la signifiance de cette prédiction. Donc, parce que je connais la solution, je sais que là, on est à plus de 90%. Il peut arriver, quand on fait des prédictions à 7 jours ou à 2 semaines, que cette signifiance soit moins élevée. Mais en l'occurrence, là, on commence à devenir bon, voire très bon. Moi, je dis que le très bon, c'est au-dessus de 90%. Et les couleurs, en fait, indiquent la journée qu'on va passer en tant que médecin. Donc, c'était un lundi noir, en sachant que le jeudi sera bien chaud également. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous voyez, et je vais le zoomer,
une tendance de ce qui s'est réellement passé. Hein. Vous vous rappelez, en fait, le premier screenshot, je l'ai pris à 15 heures. Donc il s'en est passé des choses entre minuit 1 et 15 heures. Et effectivement, ce qu'on a en gris, c'est ce qui s'est effectivement passé jusqu'à 15 heures. Donc jusqu'à 15 heures, on a eu 119 admissions, en sachant qu'on en attend jusqu'à la fin de la journée 204. Et vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure? Au début, hein, à minuit 1, on était à 233. Et parce que c'est une intelligence artificielle qui s'adapte au gré de ce qui se passe durant une journée, on a effectivement une adaptation. Donc finalement, c'était un lundi qui était plutôt rouge que noir. Mais ça, il a fallu qu'on attende aux environs de midi pour s'en rendre réellement compte. Et donc, il nous reste quand même, hein, autour de 15 heures, un peu moins de la moitié des admissions que nous n'avons pas encore reçues. Il y a des autres indicateurs qui sont très utiles au niveau du pilotage du service des urgences. Il y en a un qu'on nous a demandé et qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'était sur le nombre d'admissions qui étaient attendues pour les plus de 75 ans. Il faut savoir que Calypsania a également été développé en période de Covid-19 et qu'en période de Covid-19, il y avait encore plus de pertinence à identifier les seniors qui pouvaient arriver aux urgences dans la journée ou plus tard dans la semaine. Et la dernière partie, c'est vraiment celle qui donne la situation heure par heure. Donc là, vous avez en bleu les prédictions. Vous avez en fait deux outliers pour fixer le maximum et le minimum. Typiquement, là, j'ai voulu poser ce qui était prédit à 17 heures, alors que moi, j'étais à 15 heures. Donc on avait une prédiction, je crois que c'est 68 ou 69. Ici, on a un maximum de 83. Et puis on avait un minimum de 55. Donc effectivement, on est dans des intervalles, on est toujours dans des intervalles, et c'est ces intervalles qui nous permettent de mesurer la tension qui est attendue au sein d'un service. Donc la tension au sein d'un service, c'est le nombre de patients qui sont en même temps dans un service. Et c'est ce qui définit les couleurs que je vous ai résumées tout à l'heure. Ça parle assez fort à côté, hein, donc je vais pousser la voix, mais pas au point de me l'éteindre. Hein. Vous me dites si vous n'entendez pas bien. Vous ajoutez une hurlée en fait. Et là, il y a un bouton qui est assez sympa, et c'est également quelque chose qui est attendu, c'est de savoir, ok, mais après ces admissions, qu'est-ce qui va se passer? Et en appuyant sur ce bouton, clac, ce qu'on a en fait, c'est la répartition, ou une première répartition de ce qui va se passer ensuite. Donc on a parlé d'admission aux urgences. Une partie d'entre elles vont être des hospitalisations. Et ici, on a une idée de qu'est-ce qui va concerner la médecine, qu'est-ce qui va concerner la chirurgie et qu'est-ce qui pourrait concerner d'autres services. On est tout à fait conscient sur le fait que le split reste encore un peu léger, mais effectivement, c'est un premier split qui permet aux services aval de pouvoir mieux s'organiser. J'aimerais vous montrer quelque chose qui a moins bien fonctionné. Hein, on est toujours sur le module des urgences, mais en l'occurrence là, c'est la vue qu'on avait prévue pour les patients. On avait imaginé qu'à côté de la salle d'attente des urgences, il y ait en fait l'information sur le temps d'attente qu'il reste et qu'est-ce qui est prévu en termes de temps de passage. Donc c'est les informations que vous retrouvez ici. De nouveau, screenshot entre 15 et 16 heures. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est effectivement ce qu'il y a eu dans le passé, toujours en gris, mais les personnes qui arrivaient à ce moment-là, il était prévu 45 minutes d'attente, hein, ça c'est une prédiction, et pour le temps de passage, hein, donc du moment qu'on est reçu, hein, le temps d'attendre les radios, le labo, le diagnostic, on a effectivement 4,1 heures qui étaient prévues, et ça c'est effectivement, alors là vous l'avez en couleur, et là vous l'avez heure par heure. On s'est rendu compte que c'était trop d'informations pour le patient et que c'était quelque chose qui pouvait devenir anxiogène, autant pour le patient que pour le personnel soignant. Imaginez-vous attendre pendant 45 minutes, il y a effectivement des personnes qui à la 48e minute commençaient à s'énerver en disant « moi j'ai attendu mes 45 minutes, j'ai le droit de passer ». Et c'est effectivement pas comme ça que ça marche, c'est toujours des prédictions, il peut toujours y avoir des aléas parce qu'on adapte et on met à jour toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, c'est un écran qui a été retiré. C'est quelque chose qui ne fait plus partie de l'expérimentation, simplement parce qu'elle n'avait pas été concluante. Moi, ce que je peux m'imaginer, c'est qu'en fait, il faille mettre moins d'informations, peut-être un peu plus d'images, un peu moins de rouge. Mais là, c'est effectivement au niveau de l'expérience UX et de la perception du patient qu'il faut qu'on continue le travail. On va revenir au niveau du personnel soignant, parce qu'on en a des challenges à couvrir au niveau de leur information. Et là, en fait, c'est le module parcours pour parcours patient que j'aimerais rapidement vous présenter. Il me reste 10 minutes, donc je suis bon. Et donc là, vous commencez à comprendre qu'en première partie, on a l'identification des patients. Puis ce que vous constatez, c'est que c'est pseudonymisé. On n'a pas de nom. Ce qu'on a, c'est donc un numéro que vous n'allez pas reconnaître. On a un âge, on a un sexe,
on a la raison pour laquelle cette personne a été soit hospitalisée, soit a été admise aux urgences. Là, typiquement, ce que je vous montre, c'est le parcours aux urgences, en sachant qu'on a le même ensuite sur le parcours du patient, une fois qu'il a été hospitalisé, avec une vue qui est très très analogue à celle-ci. Et là, on a une vue qui intéresse vraiment beaucoup les médecins, à savoir les différentes étapes du parcours, de l'admission au tri, à l'examen, au L de laboratoire, au D de diagnostic. J'ai sauté la radio, mais on a encore la sortie. Donc le S ici est pour sortie. Donc un médecin a donné l'avis que ce pouvait être une sortie dans ce cas-là bien précis. Et donc ce qu'on a, c'est qu'en noir, on a les étapes qui ont déjà eu lieu ou qui ont déjà été décidées. Donc typiquement, vous vous rappelez, donc là c'était un petit peu plus tard, c'était vers 17h vraisemblablement. Et ces étapes-là, elles ont déjà eu lieu. C'est les étapes en noir. Par contre, les étapes en bleu qui sont ici, donc ici vous avez un L blanc, ici ce que vous avez c'est un D qui est en noir. Donc l'étape est prédite, elle a déjà été décidée, et en l'occurrence ici elle n'a pas encore été décidée par le médecin, mais d'après toutes les informations qu'on a déjà remontées sur ce dossier-là, on pense effectivement qu'il va y avoir un diagnostic qui sera fait et que ce sera aux alentours de 19h30. Et donc cette vue-là, elle permet vraiment de comprendre pour chacun des dossiers patients, des cas patients, quelles sont les prochaines étapes attendues et surtout quand est-ce qu'est prévue soit la sortie, donc là c'est la flèche qui est en bleu, soit en fait l'hospitalisation, le fait de devoir rester à l'hôpital, et ça c'est le carré. Et donc ces heures, ces prédictions sur les sorties ou sur les hospitalisations, c'est peut-être la finalité qui est particulièrement utile aux médecins. Tac. Dans des cas d'hospitalisation, ce qu'il faut, c'est pouvoir gérer le capacitaire. Et là, effectivement, c'est la vue qui permet de pouvoir comprendre ce qui va arriver au niveau des activités non programmées, donc typiquement ce qui vient des urgences, et de pouvoir en fait garder à l'esprit les activités, donc les admissions programmées. Et donc ce qu'on a en haut, c'est des indicateurs qui donnent une idée. Donc là, c'était plus tard. C'est quand je suis rentré de ma bonne bouffe, et c'était aux alentours de minuit. C'est ce qui explique en fait qu'il y a finalement actuellement, zéro hospitalisation qui soit prévue là. Donc ça, c'est vraiment parce qu'on était pendant la nuit. Et ici, en l'occurrence, dans les 60 minutes qui allaient venir, il y avait 2 hospitalisations qui étaient attendues. Dans les 120 minutes, il y en avait 0, et c'est les 2 que vous retrouvez là. Vous m'excusez, on voit relativement mal sur l'écran, mais là, on a effectivement les détails, avec une durée de séjour, par exemple, du premier cas qui est de 2 jours, dans le deuxième cas qui est de 2 jours aussi, de mémoire, ou peut-être que c'est un 3, non, je crois que c'est un 2. Et on a la même chose au niveau des admissions programmées. Et là, ce que j'ai voulu encore montrer, donc, c'est la différence qu'on peut faire entre les admissions qui viennent des admissions non programmées et les admissions qui sont programmées. Et puis, on a ici 2 informations. Donc, on les retrouve autant sur les admissions programmées que sur les admissions non programmées. Donc là, il y a un petit bug. Et là, c'est la durée du séjour en nombre de jours, en sachant que, donc ça, c'est l'hospitalisation qui est confirmée. Et ici, on a la date. Donc, on en a 4 au 17 mai. C'est les fameuses 4 qui sont là, pour ceux qui suivent ma petite histoire. Et on a également, à côté de la durée de séjour, le lit qui est recommandé. Donc ça, c'est un numéro de lit. Le numéro 220, c'est le lit qui est recommandé. Et en l'occurrence, c'est le lit qui est recommandé. Ah, mais c'est vraiment pas facile à lire. Donc le deuxième, c'est le lit numéro 38 pour la cardiologie. Et donc, on a effectivement les lits selon les services qui sont prévus. Et puis, je terminerai avec cette vue-là, qui est la vue sur la dotation des équipes soignantes, où ce que vous avez, c'est en fait une vue sur le test qui est actuellement réalisé en fait, au centre hospitalier de Valenciennes et dans leur service des urgences. Ce que vous avez ici, c'est la liste des collaborateurs médecins urgentistes. Et ce que vous avez là, donc, c'est les journées, en sachant que les couleurs varient en fonction de l'activité qui est prévue. Donc là, vous avez le R de récupération, ça veut dire que ça fait suite à une garde. Vous avez, je crois, en vert, c'est les vacances. Et vous avez sinon les différentes activités qui sont possibles. Mon Dieu, on n'arrive vraiment rien à lire du tout. Donc ici, c'est une activité de soins. Et puis, on a l'UHCD qui est également mentionné. Donc les différentes activités telles qu'elles peuvent être réparties au sein d'un calendrier personnel et qui est ensuite mis en perspective en fait selon les différents collaborateurs, à savoir que ça c'est une grille qui est générée automatiquement. Donc ça a l'air de rien, mais en fait un chef de service il peut passer 2 à 3 heures par semaine à refaire en fait la grille hebdomadaire, et donc refaire cet exercice plusieurs fois par mois.
Et c'est effectivement une économie de temps qui lui permet de mieux s'occuper de ses collaborateurs et donc qui est un plus pour toute l'équipe au final. Donc j'en avais fini avec mes écrans. Ce que j'avais trouvé sympathique, et il me reste juste quelques minutes, c'est pouvoir vous montrer les... Ah non, attendez. Ah voilà, parfait. On voit toujours... Ah non, dommage. Dommage, dommage. Ah bah j'arriverai pas à vous montrer. Ouais, en fait, j'avais prévu un plan B. C'est que tous ceux qui souhaitent avoir une démo de Calypsania, bah, c'est possible en fait en flashant ici ce QR code et vous tomberez sur une démo de 5 minutes. Une démo de 5 minutes qui vous montrera en fait tous les modules de manière extensive. Donc les 3 que je vous ai présentés, et je crois qu'il y a un petit bout de dotation RH. Et en flashant ce QR code là, ce que vous aurez, c'est en fait le diagnostic qu'on propose à tous les centres hospitaliers qui seraient intéressés par une solution comme Calypsania. Il faut remplir un certain nombre de conditions, par exemple un nombre de lits. Il y a des cliniques qui sont encore un petit peu petites, donc on parle plutôt de réseau de cliniques quand on est dans le privé. Un nombre d'admissions annuelles aux urgences, en sachant que c'est à partir d'un certain volume d'admissions qu'il vaut vraiment la peine de coordonner les différentes ressources qui sont si précieuses au sein d'un centre hospitalier. Et si je ne m'abuse, il me reste même 2 ou 3 minutes pour 1 à 2 questions. Donc il ne faut pas vous gêner s'il y en a qui se posent des questions sur ce que j'ai présenté ou sur ce que je n'aurais pas encore présenté. Donc on pourrait tout à fait voir en images animées juste à côté, parce qu'on peut faire une démo en live également. Des questions? Ah. L'intégration. Combien de temps est nécessaire pour mettre en place le système Calypsania? C'est une excellente question. Alors je vais vous donner 2 réponses pour ne pas en faire une réponse de Normand. La réponse que vous ferez, notre équipe technique qui est très enthousiaste à l'idée de mettre ça en place, c'est du genre ouais on fait ça en 3 mois. Et puis dans la pratique, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on met certes des choses en place en 3 mois, mais par contre il faut des réglages. Et il faut surtout que les équipes, elles embarquent dans le projet. Et moi le sentiment que j'ai, c'est pour avoir des équipes embarquées, qui font du feedback et qui permettent d'améliorer l'algorithme, on est plutôt sur 6 mois. Vous savez, c'est drôle, d'habitude le commercial, il est plutôt à donner des délais courts et l'équipe technique plutôt à donner des délais longs. Chez Calypse, c'est un petit peu l'inverse, parce qu'on est chaud comme la braise. En espérant avoir répondu à votre question. Je vous remercie à tous pour votre attention. Et on se retrouve sur calypse.ch pour ceux qui souhaitent avoir le descriptif de Calypsania ou après ces QR codes, si vous êtes vraiment intéressé à voir comment marche la bête. Merci encore. Merci.